Étienne Caron. Bonjour. Étienne, bonjour. Comment vous dites ça? C'est quoi le... Et probablement qu'ils sont sur leur rampe-là, j'imagine. Je sais pas. Je sais pas, les gens d'avant. On est dans une heure où beaucoup d'équipes sont en pitch aussi. OK. Fait que je pense que... D'habitude, ils font rentrer personne. Mais tout le public nécessaire est là. Je comprends que l'essentiel est là. On est d'accord, mais je suis un peu étonné. Ils sont pas pris là-bas, non? Il y a plein de monde. J'ai l'impression que... Donc, les règlements français, on avait. Non, ça, c'est... Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai fiché un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Je vais juste aller vérifier, je suis trop... OK, pas de problème. Je trouve ça bizarre. C'est plate pour vous un peu. Ben, c'est plate, là. Si Parce qu'il y a plein de monde qui va être en train de On voit que la finance est très populaire. Non, mais les autres classes, il y a... ça variait, là. Il y a, ce matin, il y en avait une équipe, c'était quasiment plein. Oui. Puis, a baissé, ça a monté. C'est ça. Judges, are you guys willing to take attendance right now? Yeah. Yes. On est en avance. C'est sûr, on est en avance. On est dans les deux. Donc, recommençons. Vous avez dit les règlements français, je vais recommencer. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai fiché un carton pour les 10, les 5, les 2 minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors de la 10 dernières secondes du jour, j'ai indiqué à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. La période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pourrez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle François Trouche, je travaille pour Desjardins Sécurité Financière au Conseil social. Bonjour, je m'appelle Martin Poirier, je fais partie de l'équipe de direction de centre financier SFL. Marie Lavallée, professeur de finance à l'Université de Sherbrooke. Les coups de circuit d'hier ne font pas gagner les parties d'aujourd'hui. On le sait, chaque projet d'investissement est toujours différent. Et c'est pourquoi mes collègues, Étienne Caron, Jessie Filion et moi-même, Mathieu Tessier, sommes ici aujourd'hui pour vous aider, Monsieur la Jeunesse, dans l'élaboration de 2 projets d'investissement, c'est-à-dire soit un projet de croissance interne ou un projet d'acquisition pour une compagnie se nommant le Patrimoine, Clé d'Or, c'est une compagnie d'investissement. Débutons tout d'abord avec le plan de présentation. Donc, nous allons débuter par un diagnostic de l'entreprise, c'est-à-dire une analyse plus qualitative de SFL. Ensuite de ça, nous allons y aller avec l'analyse financière, soit l'analyse de l'option 1 qui est finalement l'investissement à l'interne ou l'analyse de l'option 2 qui est l'achat, l'acquisition finalement de clés d'or. Ensuite de ça, nous allons continuer avec nos recommandations puis la conclusion. Débutons tout d'abord avec un diagnostic interne sous forme de force, faiblesse, opportunité, menace. Au niveau des forces de votre entreprise, de SFL à Hochelaga, une des grandes forces, c'est bien sûr la réputation de votre centre financier. Elle n'est pas à faire. L'année dernière, vous avez gagné le titre de centre financier de l'année, donc c'est pas n'importe quoi, c'est une chose qui est très impressionnante, donc c'est une de vos très grandes forces. Et de plus, vous êtes joint avec le groupe SFL, qui est appuyé par le mouvement Desjardins. Donc Desjardins, non seulement est une référence au niveau des employeurs au niveau du Québec, mais est également une référence au niveau de tout ce qui est investissement, assurance, épargne, ces choses-là. De plus, vous avez offert à vos employés une offre de service à valeur ajoutée
Ce qui a fait en sorte d'augmenter la rétention de vos employés au sein de votre entreprise, c'est une force très, très, très importante. Ça a, comme je dis, augmenté la rétention de vos employés, donc ça évite le roulement des employés, donc des frais supplémentaires. De plus, vous offrez un modèle hybride, chose qui ne se fait pas beaucoup chez vos concurrents. Vous avez une vingtaine de possibilités d'investissement, plus une centaine de maisons, spécialisées au niveau du financement. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas sur le marché en soi. Donc une autre de vos très bonnes forces. Au niveau des défis, vous avez plusieurs recrues. Je vous parlais de la rétention. Les recrues restent au sein de l'entreprise, mais par contre, vos recrues ont une productivité qui est un petit peu sous la barre normale du secteur. Donc c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler. Et de plus, vous avez une baisse des croissances au niveau des ventes. Les ventes ont plafonné, les revenus, il y a une petite baisse, donc c'est quelque chose au cours des 3 dernières années, je parle de 2011, 2012, 2013, ça a été toujours en augmentation. En 2014, ça a plafonné, donc c'est quelque chose sur lequel c'est à surveiller, c'est à travailler. Au niveau des opportunités, eh bien, on en a nommé 2 dans le mandat. La première, c'est bien sûr l'achat de services financiers patrimoine clé d'or, qu'on va vous expliquer plus en détail un petit peu plus tard. La deuxième, c'est une croissance interne, c'est un investissement qui se ferait via le biais d'une embauche d'un directeur des embauches au sein de l'entreprise. Et une opportunité que nous avons remarquée, c'est le marché de l'assurance au Québec. C'est un marché qui est lucratif, c'est un marché qui fonctionne bien. Donc, le marché est en votre faveur à ce niveau-là. Au niveau des menaces, vous avez 3 compétiteurs. Comme je vous mentionnais, vous avez un avantage concurrentiel sur eux avec votre modèle hybride, mais c'est quelque chose qui est toujours à surveiller, selon s'ils ont des changements au niveau de leur modèle, s'ils vont chercher des nouveaux technologies, mais des nouveaux fonctionnements au sein de leur entreprise. Donc, c'est quelque chose à tenir en compte. Donc, continuons avec les éléments à tenir en considération. Il y a 3 éléments qu'on a trouvés plus importants qu'il fallait mentionner, en fait, qui étaient vraiment intéressants dans l'analyse. Donc, premièrement, il y a la démographie entrepreneuriale, c'est-à-dire que présentement, 53% des employés de SFL Hochelaga ont 55 ans et plus. Comme mon collègue l'a déjà mentionné, les nouveaux employés, finalement les recrues présentement, ne fournissent pas nécessairement le rendement qui est espéré. Donc, avec le départ à la retraite d'employés finalement un peu plus rentables, c'est sûr que l'entreprise peut se placer dans les prochaines années finalement plus en difficulté. Donc ça, il va falloir peut-être pallier à cette problématique-là, peut-être avec différentes formations pour permettre aux nouvelles recrues d'atteindre les objectifs désirés. Ensuite de ça, il y a la diminution des revenus de 5%. C'est-à-dire que présentement, pour l'année 2013 pour l'année 2014, il y a eu une diminution des revenus de 5% comparativement à l'année précédente. Donc, ça, c'est sûr qu'en tant que tel, c'est une des problématiques pour laquelle vous voulez faire une acquisition ou un investissement à l'interne. On a remarqué aussi peut-être une problématique au niveau des états financiers. C'est sûr que les états financiers qui nous avaient été fournis, c'est des états financiers maison. Pour l'année 2014, on a remarqué qu'il y avait des frais d'intérêt de 386 000 $, alors que les années précédentes, ça tournait aux alentours de 90 000 $. Donc, il y a peut-être une problématique à ce niveau-là. Si on se fie aux informations puis aux relevés bancaires qui nous avaient été fournis, finalement, les frais d'intérêt pour l'année 2014 tourneraient aux alentours de 90 000 $. C'est-à-dire qu'au lieu de faire environ 400 000 $ de bénéfices nets, l'entreprise tournerait aux alentours de 700 000 $. Donc, ça, c'est les informations qu'on a tenues en considération pour l'analyse financière, qu'on va vous parler un peu plus tard. Puis, pour finir, ensuite, il y a le contrôle de gouvernance qui est adéquat. C'est-à-dire que dans les dernières années, il y a eu une restructuration au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a eu l'embauche de plusieurs directeurs. Puis, malgré tout ça, l'entreprise a quand même été capable de relever les défis, puis de continuer une bonne croissance pour les années 2010, 2011, 2012, malgré le fait qu'il y a eu une restructuration. Donc ça, finalement, c'est un élément, étant donné que le contrôle de gestion est adéquat, l'entreprise, finalement, a été en mesure de quand même afficher une bonne croissance là, dans sa rentabilité. Donc, nous allons vous expliquer un peu l'option 1, finalement, qui était d'engager un directeur de recrutement. Donc, dans l'option 1, les éléments qui nous avaient été fournis,
Dans notre analyse, nous, comment on a procédé, c'est que on a calculé le nombre de crédits de production par les employés total de SFL Hochelaga. Donc, on est arrivé avec un crédit de production d'environ 1 581 000 crédits de production annuels pour les 108 employés en 2014. Le revenu total de SFL Hochelaga pour 2014 était de 9 800 000. Donc, on arrive finalement avec un crédit de production par un revenu par crédit de production de 6,25 $ par crédit de production. Si on prend en considération qu'en 2014, il y a eu 9 embauches, puis que finalement, comme c'était mentionné, les nouvelles recrues font toujours une production un peu moins importante. Donc, on a pris en considération finalement que les nouveaux employés faisaient une production de 2500 crédits de production par employé. Donc, on est arrivé finalement à la conclusion que 9 nouveaux employés génèrent 140 000 $ par année. Avec ces informations-là, on sait que l'embauche du nouveau directeur de recrutement coûte 100 000 $ par année. Donc, si on embauche 9 employés, on peut en venir à la conclusion que finalement, il y a 40 000 $ de rentabilité à ce niveau-là. On a calculé aussi le minimum d'embauche pour que la stratégie soit rentable. Il faut qu'il y ait un minimum de 7 embauches par année pour que cette stratégie-là fonctionne. Sinon, l'apport monétaire finalement des nouvelles recrues ne fourniront pas pour couvrir le salaire du directeur de recrutement. Donc, si on part de l'idée que finalement on embauche 9 employés par année, pour les 5 prochaines années, on arrive avec une valeur actualisée nette de l'option 1 de 120 000 $. Finalement, donc c'est les revenus de 40 000 $ excédentaires sur les 5 prochaines années, actualisés avec le pourcentage du build-up qui va vous être présenté par mon collègue. Oui, alors pour ce qui est de l'option 2, qui est l'investissement dans l'entreprise Clé d'Or Incorporée, qui est un bureau de courtier situé dans l'est de Montréal, on s'intéresse évidemment dans ce cas-ci à quelle valeur on pourrait mettre sur ces fonds, sur l'entreprise pour l'acquérir dans le cas où on serait intéressé. Alors, pour un investissement dans Clé d'Or, nous, pour évaluer les actions, on a procédé avec la méthode des flux monétaires anticipés libérés par rapport aux revenus constatés à ce que l'entreprise génère dans les prochaines années. On s'est basé principalement sur des hypothèses de croissance qui reflètent le passé, mais aussi la synergie qui va être créée avec Desjardins SFL dans l'entreprise. Alors, on a, pour les années 14 à 16, on prévoit, selon un scénario plus conservateur, une croissance des ventes d'environ 4 %. Et le plus fort pourcentage d'augmentation qu'on pourrait aller chercher, ça serait pour 2014-2016, ça serait 10 %, selon un scénario plus optimiste. Et ces hypothèses-là, on les croit relativement réalistes parce que c'est quand même un scénario qui est envisageable pour l'entreprise. Et pour ce qui est de la marge d'exploitation anticipée, on l'a fixé à 60 %. C'est une marge qui est quand même, qui est relativement, qui reflète les années qui sont passées. Et le taux d'imposition, on l'a fixé à 19 %, c'est le taux d'imposition effectif par l'entreprise de pays dans les années passées. Et pour procéder, dans le fond, on a pris ces hypothèses-là et on a projeté les revenus d'entreprise qui sont anticipés dans les années à venir. Et ces revenus-là vont nous permettre de calculer le flux monétaire libéré anticipé pour l'entreprise. Et on a actualisé ces flux-là à un taux d'actualisation qu'on a fixé en fonction du risque qu'on subit en investissant dans l'entreprise. Alors, pour ce qui est du taux d'actualisation, on l'a fixé par rapport aux primes qu'on évalue présentement sur le marché. Donc, le taux sans risque, c'est le taux de 2 % qui est le taux des obligations fédérales canadiennes à 10 ans. La prime de marché de 5 %, c'est la différence entre les rendements attendus du marché qui ont été fixés par la firme Bank of New York Mellon en 2014. La prime de taille, on l'a fixée à 5 %. C'est qu'on estime que l'entreprise a une taille relativement petite par rapport au secteur. La prime de secteur de 8 %, c'est une prime qu'on a fixée car les assurances, même si le secteur qui est relativement rentable, il y a toujours un risque quand même certain à investir là-dedans. Et la prime spécifique de 1 %, bien, on évalue qu'avec les courtiers qui sont présents en place et la force du bureau, on n'a pas relevé d'éléments qui méritaient de relever la prime de risque spécifique qu'on a fixée. Alors, pour donner un rendement exigé pour les actions de 21 %, pour l'entreprise, pour le bureau de courtier qu'on veut acheter,
Il n'y a pas de capital investi sous forme de dette, c'est vraiment la mise de fonds des actionnaires qu'on investit. Donc, pour actualiser les flux monétaires, on va prendre le taux de 21 %. Alors, on vous a mis un exemple ici de notre méthode qu'on a employée. On a estimé les ventes pour 2014 à 835 000 selon le scénario conservateur, donc avec les 4 % d'augmentation qu'on a fixé. Les frais d'exploitation, on les a fixés avec la marge qu'on a fixée tout à l'heure. On a obtenu un bénéfice d'exploitation net après impôt qui constitue la création de valeur d'entreprise nette par année à environ 400 000 $. On a ajouté les investissements et les mobilisations qui sont en fait la moyenne des années passées. Vu qu'il n'y a pas eu vraiment de fluctuations importantes à ce niveau-là, puis c'est un bureau de courtier, il n'y a pas vraiment de capital, de mobilisation forte à ce niveau-là. Et on a obtenu le flux monétaire de 405 000 $. On l'a actualisé à 21 %, on a obtenu en date d'aujourd'hui une valeur de 335 000 $. Et avec ce flux-là, on a estimé selon 3 scénarios différents, selon un scénario plus pessimiste, standard et optimiste, afin d'obtenir une fourchette de prix qu'on serait prêt à payer pour l'entreprise. Et alors, la valeur d'entreprise, vu qu'il n'y a pas de dette en date d'aujourd'hui, on obtient une valeur minimale qu'on pourrait négocier à 2 300 000 et une valeur maximale à 2 500 000 environ, ce qui est un petit peu plus élevé que la valeur que M. Lafortune avait fixée au départ de 1,8 million. Et pour ce qui est dans notre cas, on serait prêt à acquérir 75 % de l'entreprise à des actionnaires. Alors, je vais laisser mon collègue Mathieu vous expliquer la suite des choses. Donc, M. Lafortune détient présentement 75 % des parts de clé d'or, excusez-moi. Et nos recommandations sont les suivantes. Nous croyons que votre mission, ça se trouve, vous désirez créer de la valeur à long terme, et nous croyons que la solution pour réaliser votre rêve, ça se trouve être d'acquérir les parts de M. Lafortune. Comment? Eh bien, vous nous l'avez, c'était mentionné que 70 % de la valeur peut être financée directement par SFL, donc 1,2 million, et le 30 % à ce moment-là, ce serait par une mise de fonds additionnelle, soit un emprunt de votre part, du capital de votre part par la suite, ce qui représente un montant de 525 000 $, excusez-moi. Pour en revenir à la première option qui se trouvait d'engager un directeur du recrutement, nous l'avons prouvé, c'est quelque chose qui, oui, à la base peut être rentable, mais nous ne croyons pas que pour votre entreprise, ça se trouve être la solution. Vous avez une gouvernance qui est bien, qui est structurée, vous êtes entouré de gens expérimentés, vous êtes entouré de gens qui sont en mesure de vous aider pour la rétention ainsi que l'augmentation de la productivité des recrues. Donc, le directeur du recrutement, pour nous, n'est pas la solution. Vous désirez créer de la valeur à long terme, nous vous recommandons d'y aller d'une acquisition. Et nous croyons que non seulement une acquisition vous ferait frapper un coup sûr, mais rappelez-vous que les coups de circuit d'hier ne font pas gagner les parties d'aujourd'hui. Nous croyons qu'une acquisition vous ferait frapper un grand chelem et ainsi remporter la partie. Merci beaucoup. J'aimerais revenir peut-être au calcul de croissance interne pour les comprendre comme il faut. Pour arriver aux 120 000, vous avez pris... dans le fond, vous n'avez pas le détail de ce calcul-là. Je peux vous l'expliquer si vous voulez. Oui, rapidement. OK. En fait, on avait le nombre d'employés puis le nombre de CP par employé. Exact. Donc, le 6 multiplié par les 9. Le 6 multiplié. Le 6,25 $ par CP. Oui, dans le fond, c'est ça. En réalité, ce qu'on a fait, c'est que pour trouver le total de CP, on a pris la moyenne, par exemple, les informations qui nous étaient fournies en 2013, si je me rappelle bien, il y avait 21 employés qui faisaient 5 000 CP et moins. Donc, on a pris la moyenne de 2500 fois le nombre d'employés, puis on a fait le même processus pour tous les employés, puis on a fait la moyenne des 2 années. Ensuite de ça, on a trouvé le 6,25 $ par CP. Puis, nous, on considérait que finalement, les nouveaux employés ne faisaient pas nécessairement 5 000 CP dans leur année. Donc, on a pris la moyenne de 2 500 $ qui nous avait servi au départ pour le calcul. Puis, on l'a multiplié par le 6,25 $ par CP, ce qui nous donnait finalement fois 9, c'est sûr, pour le nombre d'employés, ce qui nous donnait finalement les revenus de 9 nouveaux employés. OK. Moins le salaire de 100 000. Moins le salaire de 100 000, ça donnait 140 000 $. Moins le salaire de 100 000, ça donnait 40 000 $.
Donc, pendant 5 ans, actualisé avec le taux de 21% qui nous avait été, qu'on avait calculé pour le build-up. Mais l'hypothèse qui est faite, puis c'est là où tu t'envoies avec ta question, c'est qu'il y ait 9 employés après un an, je les mets dehors, je n'en embauche 9. Parce que dans votre hypothèse, les 9 employés de la première année continuent à produire la deuxième année. Puis ils produisent plus. C'est plus 40 000, c'est 80 plus l'augmentation de contribution. Donc c'est beaucoup plus que 120 000. C'est sûr, mais après 36 mois, SFL ne paye plus la totalité, ben pas la totalité, mais SFL contribuait pendant une période de 36 mois pour faire le paiement d'une partie des salaires, même qui était mentionné une bonne partie des salaires, puis la filiale payait seulement une partie mineure de ces salaires-là. C'est sûr que le calcul n'est pas exact, mais en prenant en considération qu'après 36 mois, nous, on repaye les salaires supplémentaires, le montant est peut-être pas augmenté tant que ça. Peut-être une question de terme stratégique, parce que notre objectif, c'est d'aller chercher de la croissance, de repartir de la croissance, si on veut. Et dans le cas, ce qu'il y a de présenter, c'est 2 options assez bien étoffées, là, ou la croissance interne par l'embauche, en doublant le nombre de recrues, ou l'acquisition. À la lecture du cas et des forces et des faiblesses de l'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas d'autres options qui vous sont venues en tête? Parce qu'on n'est pas limité à 2 options. C'est les 2 qui étaient comme présentés sur un plateau d'argent. Il y en a peut-être d'autres. Ben, effectivement, au niveau des autres options que nous avons discutées, il se trouve avoir les enfants qui présentent, les enfants, excusez-moi, j'ai un blanc au niveau des noms des enfants en soi, mais qui présentement n'ont pas le capital nécessaire pour d'y aller d'un investissement. Mais à moyen ou voire long terme, ça peut être une option envisageable d'y aller, par exemple, d'un partenariat ou quelque chose comme ça, afin d'aller chercher, oui, effectivement, plus de marché et ainsi créer de la valeur à long terme. Ça peut être quelque chose qui est envisageable. Mais pour le cas présenté, nous nous sommes limités seulement aux 2 options. Combien vous pensez qu'on devrait payer pour Clédor? Nous, on a estimé entre 2 millions et 2 300 000 environ. C'est sûr qu'on avait les chiffres tout à l'heure, je les ai perdus dans le je les ai plus en tête. Là. Mais on avait fixé des scénarios plus conservateurs et plus standards en fonction des hypothèses qu'on avait émises. Puis, à la lumière de ces chiffres-là, on serait prêt à payer un prix en 2 millions et 2 300 000. C'est ce que je peux vous dire. C'est quoi notre plus grand risque en achetant Clédor? Le plus grand risque en achetant Clédor, je pense que c'est le partenariat qu'ils ont perdu au cours de la dernière année avec un de leur maison de financement ou bref, je ne me rappelle plus exactement du temps, mais oui, je pense que ça se trouve être ça le plus grand risque au niveau de l'achat de Clédor en soi. Merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Je cherche ma façon, mais j'ai un flash. Non, je vais essayer de-